Et si la bravoure et la ruse d'un seul homme pouvaient faire basculer le destin de tout un continent? Imaginez la scène. Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé de 37 ans, propulsé à la tête de son pays depuis à peine quelques semaines, pose un acte inouï. Il ordonne, sans détour, le départ immédiat des militaires français du Burkina Faso. Sans armée redoutable, sans armes nucléaires, sans le moindre appui d'une grande puissance, il impose à la France une réalité nouvelle, celle d'un peuple qui réclame son indépendance avec fermeté. Face à l'ex-puissance coloniale, ce jeune président ne choisit ni l'affrontement direct, ni la violence. Sa véritable force réside dans sa détermination froide, une stratégie élaborée dans l'ombre et une dignité qui force l'admiration jusque chez ses adversaires. Ce geste inattendu ne se contente pas de clore une présence militaire vieille de plusieurs décennies. Il déclenche une onde de choc, une vague de renouveau qui s'apprête à bouleverser tout le Sahel. Durant des années, le Burkina Faso a vu ses ressources, son or et son avenir être subtilisés par des intérêts étrangers, tandis que la population guettait un éveil de souveraineté. En quelques semaines à peine, Traoré inverse la dynamique. L'effet domino est immédiat. Partout dans la région, d'autres peuples commencent à exiger autonomie et respect. Mais en quoi ce récit vous concerne-t-il aujourd'hui? Parce qu'ignorer l'histoire de Traoré, c'est passer à côté du nouveau visage de la souveraineté africaine et manquer une leçon d'audace capable d'inspirer une révolution morale. Ici, il ne s'agit pas seulement du sort d'un seul pays. C'est la dignité, la richesse et la liberté de tout un continent qui sont en jeu. Alors, comment un capitaine sans expérience politique, sans alliés puissants, a-t-il réussi à défier l'une des plus grandes puissances mondiales et à rallumer l'espoir d'un renouveau africain? Pour comprendre ce tournant historique, il faut revenir à la source. Qui est vraiment Ibrahim Traoré et qu'a-t-il affronté pour en arriver là? Plongeons dans son parcours et les circonstances explosives de son ascension. 62 années sous domination. Puis, en un instant, le sol se dérobe sous les pieds du Burkina Faso. Pour comprendre ce séisme du 2 décembre 2022, il faut remonter à la naissance du pays, en 1960. Depuis l'indépendance, le Burkina Faso n'a jamais vraiment rompu avec la France. L'ombre de l'ancienne puissance coloniale s'étendait sur tout: l'or, la monnaie, le pouvoir. Des décennies durant, Paris dictait la marche à suivre. Les mines d'or, véritables trésors du pays, étaient surveillées et exploitées sous la tutelle française. Les profits prenaient la route des banques européennes, laissant derrière eux des écoles délabrées, des routes cabossées et des villages oubliés. La monnaie, le franc CFA, rappelait chaque jour la mainmise étrangère. Impossible de décider sans l'avis de la France. Chaque projet, chaque choix stratégique, passait par un filtre invisible mais implacable. À la tête du pays, les présidents défilaient. Tous, ou presque, devaient composer avec les exigences de l'Élysée, sous peine de sanctions ou d'isolement. La souveraineté n'était qu'un mot, vidé de sens. Dans les rues de Ouagadougou et jusque dans les hameaux reculés, chacun voyait ses richesses s'envoler. Les promesses de prospérité sonnaient creux. L'eau potable restait un luxe, l'école un privilège, le progrès un mirage réservé à quelques-uns. Pour la majorité, l'indépendance n'était qu'une fiction. L'injustice semblait sans fin. Travailler dur, voir partir ses ressources et dépendre de l'aide pour survivre. Ne pas mesurer la profondeur de cette emprise, c'est manquer la portée de ce qui s'annonce. Car il ne s'agit pas seulement d'argent ou de politique, mais d'un système entier conçu pour garder le Burkina Faso sous tutelle. Mais, ce 2 décembre 2022, quelque chose va rompre la chaîne. Un jeune capitaine va oser là où tant d'autres ont reculé. Son nom, Ibrahim Traoré. Un appel téléphonique contre un siècle de domination. C'est ainsi que tout commence. Dans la chaleur dense d'un matin ordinaire à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré saisit son téléphone. Il joint l'ambassadeur de France, Luc Alade, et lui ordonne de venir sans délai au palais présidentiel. Il n'y a ni détour, ni politesse diplomatique. Cette convocation claque comme un ultimatum. Quand l'ambassadeur franchit les portes du palais, aucun tapis rouge, aucune courbette. Traoré, vêtu simplement,
l'invite à s'asseoir. D'une voix calme, il annonce: la présence militaire française au Burkina Faso s'achève aujourd'hui. Pas de négociation, aucune condition, juste une décision souveraine. La rupture est nette, irrévocable. En plus de 60 années d'indépendance, jamais un leader burkinabé n'avait osé s'adresser ainsi à Paris. Soudain, la France, géant mondial, se heurte à la volonté inflexible d'un jeune capitaine. À Paris, la stupeur glace les couloirs du pouvoir. Le président Emmanuel Macron apprend la nouvelle en pleine matinée. Ses conseillers sont déconcertés. Les grands médias s'emballent. Comment un des pays les plus pauvres d'Afrique ose-t-il ainsi congédier son ex-métropole, sans marchandage, ni appel à l'aide? Traoré ne négocie rien, n'ouvre aucune porte. Il informe, point final. Cette fermeté sidère Paris, où nul n'imaginait qu'un dirigeant du Burkina Faso irait aussi loin. Les téléphones s'affolent, les messages se multiplient, mais la décision est sans retour. Aussitôt, Paris prépare la riposte. On menace de sanctions économiques, de suspendre l'aide au développement, de bloquer les investissements français. L'Agence française de développement gèle ses fonds, les compagnies pétrolières évoquent leur départ. Derrière la façade diplomatique, le rapport de force s'inverse. Il s'agit de faire plier Traoré par l'étau financier et l'isolement international. Mais Traoré a tout prévu. Il sait que l'audace a un prix. Sanctions, blocus, effondrement possible, isolement total. Pourtant, il tient bon. Pour lui, la dignité ne se négocie pas. Le peuple burkinabé doit choisir son destin, quoi qu'il en coûte. Ce matin-là, un regard échangé, une parole ferme, et l'histoire bascule. Pour la première fois depuis des générations, la souveraineté du Burkina Faso ne se discute plus, elle s'impose. Mais la partie ne fait que commencer. Face aux menaces, Traoré va bientôt retourner la pression contre ses adversaires et transformer la crise en opportunité. Traoré sait que la survie du pays dépendra de sa capacité à surprendre. Sa riposte va bousculer tous les calculs de Paris. Quand un pays ose reprendre le contrôle de son nord, c'est tout un continent qui retient son souffle. Au lendemain du départ des soldats français, le Burkina Faso ne se contente pas de savourer sa victoire. Ibrahim Traoré et son cercle rapproché s'attaquent à la racine du pouvoir économique, l'or. Les deux plus grandes mines du pays sont nationalisées. Pas d'expropriation brutale. L'État propose un rachat à un prix jugé équitable. Ceux qui rejettent l'offre voient surgir des impôts rétroactifs immenses, rendant toute opposition dérisoire. La réaction internationale ne tarde pas. Certains dénoncent un précédent dangereux, d'autres saluent la détermination de Traoré. Mais il va plus loin. Sans attendre de soutien occidental, il lance la construction de la toute première raffinerie d'or entièrement nationale. Financement, ingénierie, gestion. Chaque étape est orchestrée localement, forçant l'admiration jusque chez les sceptiques. En moins de 6 mois, les revenus issus de la vente directe de l'or raffiné sur place dépassent de loin les fonds suspendus par Paris. Là où la France espérait punir, le Burkina Faso découvre une souveraineté nouvelle. Les salaires sont payés, des chantiers d'infrastructures démarrent, et un souffle d'espoir parcourt la population. Le Mali, puis le Niger, observent et décident de suivre l'exemple. Une alliance du Sahel naît, regroupant ces pays autour d'un même objectif: contrôler leurs ressources et imposer leurs règles. L'Union européenne et les États-Unis s'inquiètent. La Russie et la Chine scrutent, tandis qu'en Afrique, la jeunesse rêve à voix haute. La réussite de Traoré devient un symbole. Partout, des débats s'enflamment. Assiste-t-on à la fin du néocolonialisme? Car le moindre faux pas donnerait une chance aux anciennes puissances de reprendre la main, et ce nouvel élan pourrait s'effondrer, avec l'espoir de tout un continent. Mais l'histoire n'est pas finie. Chaque victoire attire de nouveaux dangers, et l'équilibre reste précaire. L'indépendance n'est jamais acquise définitivement. Elle ne se limite pas à repousser une armée étrangère. Elle s'entretient chaque jour, dans les décisions difficiles et les choix partagés. Le Burkina Faso a restauré sa souveraineté, mais cette victoire reste fragile. Les dangers internes demeurent, le terrorisme frappe encore,
des centaines de milliers de familles sont déracinées, et l'accès à l'eau, à l'électricité ou à des routes sûres reste hors de portée pour beaucoup. Face à ces crises, le pays n'a pas choisi l'isolement. Il s'est tourné vers de nouveaux partenaires, élargissant ses alliances au-delà de l'ancienne puissance coloniale. Russie, Chine, Suisse. Cette diversification élargit l'espace de manœuvre du Burkina Faso, limitant les risques d'asphyxie économique ou diplomatique. Cet élan a fait tache d'huile dans la région. Porté par Ouagadougou, le projet d'une banque de développement du Sahel et d'une monnaie commune prend forme. L'objectif, donner aux pays voisins les outils pour reprendre la main sur leurs économies, se libérer du joug monétaire hérité de l'histoire coloniale et inventer de nouveaux leviers de prospérité. Dans ce contexte, la solidarité régionale est devenue vitale. Seuls, les États du Sahel restent vulnérables face aux sanctions, aux pressions financières ou aux menaces extérieures. Unis, ils peuvent bâtir une résilience inédite et se soutenir dans l'adversité. La souveraineté n'est pas un isolement, mais un appel à l'union, pour affronter ensemble les tempêtes du présent et du futur. Pourtant, rien n'est jamais définitivement gagné. Sans stratégie partagée, sans unité et sans clarté morale, la quête d'indépendance peut basculer en isolement dangereux. Gagner sa souveraineté, c'est choisir ses alliances avec lucidité et dignité, pas se fermer au monde. Alors, que pouvons-nous retenir de la leçon burkinabé? Comment chaque citoyen, chaque nation africaine, peut-il défendre son avenir et bâtir une souveraineté durable? L'expérience du Burkina Faso pose une question brûlante. Sommes-nous prêts à faire les sacrifices nécessaires pour une véritable indépendance? La suite de l'histoire dépendra de nos choix collectifs. L'histoire est en train de s'écrire, ici et maintenant, avec vous. Ouvrez les yeux. Chaque matin, de nouvelles voix refusent le silence, des murs de préjugés s'écroulent, et la dignité africaine s'impose de nouveau sur la scène du monde. L'exemple d'Ibrahim Traoré n'est pas un miracle réservé à un seul homme. C'est une invitation, un signal que chacun d'entre nous peut répondre à l'appel de l'histoire. Il a suffi d'un seul pour oser bousculer l'ordre établi, mais c'est ensemble que nous pouvons changer le destin d'un continent entier. Ne pensez pas que la souveraineté se gagne en restant spectateur, en partageant seulement des vidéos ou des articles. Accepter de regarder, c'est laisser d'autres façonner notre avenir. Le vrai pouvoir naît de l'engagement, du courage d'interroger, d'agir, et surtout de transmettre ce savoir autour de soi. L'Afrique n'est pas condamnée à l'asservissement ou à la dépendance. Refuser la résignation, c'est déjà commencer la révolution. La victoire du Burkina Faso n'a pas été forgée par la force brute, mais par la sagesse, la patience et l'intégrité. Ce sont ces armes invisibles qui, portées par une génération entière, deviennent plus redoutables que n'importe quelle armée. Ce qu'Ibrahim Traoré a entrepris n'est pas seulement un affront diplomatique, c'est un acte de foi en les capacités africaines, en la valeur de chaque femme et de chaque homme, prêts à défendre leur dignité. Mais le combat n'est jamais fini. L'histoire nous enseigne que chaque victoire négligée peut être balayée du jour au lendemain. Aujourd'hui, le choix est clair. Être acteur du renouveau ou complice du retour du néocolonialisme. Ce qui se joue, c'est l'avenir de nos terres, la souveraineté de nos esprits, la fierté de nos peuples et l'héritage de nos héros. Aucun geste n'est insignifiant. Soutenez les courageux, instruisez autour de vous, partagez la vérité, refusez l'abandon. Ainsi, nous rattraperons le temps perdu et bâtirons un futur où l'Afrique écrit son propre récit, libre de toute tutelle. L'histoire d'Ibrahim Traoré prouve que la vraie révolution commence dans les cœurs, au sein des familles, dans chaque choix, chaque matin. Elle ne dépend pas d'un leader unique, mais de millions de consciences éveillées, prêtes à défendre l'essentiel. Dignité, liberté, souveraineté. La balle est dans vos mains. Serez-vous parmi ceux qui écriront la suite? Pour bien comprendre l'ampleur de cet événement, il est utile de l'inscrire dans le contexte plus large des luttes d'indépendance à travers l'histoire mondiale. Par exemple, en Inde, en 1947, le départ des Britanniques fut l'aboutissement d'années de résistance non violente incarnée par Gandhi. En Algérie, l'indépendance fut acquise en 1962
au prix d'une guerre sanglante contre la France. Pourtant, le cas du Burkina Faso est singulier. Obtenir la sortie d'une armée étrangère sans effusion de sang, par la seule fermeté des institutions, reste exceptionnel. L'histoire regorge d'exemples où des dirigeants ont tenté de défier l'ordre colonial ou néocolonial. On pense à Patrice Lumumba au Congo, assassiné pour avoir voulu s'émanciper du contrôle occidental, ou à Thomas Sankara, lui-même ancien président du Burkina Faso, qui avait tenté de sortir le pays du joug du franc CFA et de la dépendance économique. Mais souvent, la brutalité de la réaction internationale a stoppé ces élans. Le courage de Traoré s'inscrit donc dans la lignée de ces figures, mais il en diffère par le recours à la stratégie et à la patience, plutôt qu'à la confrontation frontale. Mais que signifie concrètement la souveraineté pour un pays comme le Burkina Faso? Cela ne se limite pas à l'indépendance militaire ou politique. Cela implique la capacité de choisir ses partenaires, de disposer de ses ressources et de définir ses priorités sans interférence extérieure. Prenons l'exemple de la gestion de l'or. Avant la nationalisation, près de 90% des bénéfices issus de l'extraction échappaient au pays. Après la reprise en main, non seulement les recettes fiscales ont augmenté, mais le pays a pu investir directement dans la santé et l'éducation. Les salaires des enseignants, longtemps impayés, ont retrouvé leur régularité, et des dispensaires ont pu rouvrir dans des zones rurales. Imaginons un village burkinabé typique, jusque-là oublié par les politiques publiques. Après la nationalisation des mines, les habitants ont vu arriver des équipes pour forer un nouveau puits, installer des panneaux solaires et réhabiliter l'école primaire. Pour la première fois, les enfants ont pu étudier à la lumière électrique et boire une eau propre. Ces petites victoires concrètes sont la traduction de la souveraineté dans la vie quotidienne. Ce processus ne va pas sans difficulté. Les menaces terroristes, notamment dans le nord du pays, continuent de semer la peur et l'instabilité. Pour contrer cela, le gouvernement de Traoré a lancé un vaste programme de recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, renforçant le tissu social autour de la sécurité communautaire. Cette approche s'inspire des stratégies de défense populaire utilisées dans d'autres contextes, comme à Cuba après la Révolution, où chaque quartier était mobilisé pour la protection collective. La diversification des partenariats économiques est un autre pilier de la nouvelle stratégie burkinabé. Par exemple, en signant un accord avec la Russie pour la fourniture de céréales à prix préférentiel, le Burkina Faso a pu atténuer l'impact des sanctions européennes. De même, la coopération avec la Chine a permis l'ouverture d'usines de transformation de coton, créant des emplois locaux et réduisant la dépendance aux exportations brutes. La création d'une banque de développement du Sahel est un projet ambitieux, mais il s'appuie sur des précédents historiques. Dans les années 70, la création de la Banque africaine de développement avait déjà permis de financer de grands projets d'infrastructures hors du circuit bancaire occidental. Aujourd'hui, en imaginant une monnaie commune régionale, le Burkina Faso et ses alliés cherchent à reproduire, à leur échelle, les succès de l'Union européenne avec l'euro, tout en évitant les pièges de la dépendance et de la perte de souveraineté monétaire. Ce chantier n'en est qu'à ses débuts, mais il témoigne d'une volonté de bâtir des institutions régionales solides. Pour chaque citoyen, la question de la souveraineté se pose de façon pratique. Comment soutenir cette dynamique? D'abord, en s'informant, en refusant la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux pour diviser ou décourager. Ensuite, en participant à la vie civique. Voter, débattre, proposer des initiatives locales. Enfin, en défendant la transparence et la redevabilité des nouveaux dirigeants, car la souveraineté n'est jamais un chèque en blanc. L'unité régionale reste fragile. Les puissances étrangères n'ont pas renoncé à leur influence. Les tentatives de sabotage, les campagnes de désinformation et les pressions économiques sont permanentes. Souvenons-nous, par exemple, de la crise ivoirienne de 2010, où des sanctions internationales avaient plongé le pays dans l'isolement et la récession. Pour éviter de tels scénarios, la coordination entre les États africains devient cruciale. Des réunions régulières, des fonds de solidarité, des mécanismes de résolution de conflits sont autant de moyens de consolider ce front de souveraineté. Le rôle de la diaspora africaine est également essentiel. À travers le monde, des millions d'Africains investissent, transfèrent des fonds et portent la voix de leur continent.
Leur engagement dans l'éducation, la technologie ou l'entrepreneuriat social contribue à renforcer l'autonomie des sociétés africaines. Par exemple, des start-up burkinabés, créées par des expatriés à Paris ou Montréal, développent des applications pour l'agriculture, améliorant la productivité des petits exploitants et réduisant la dépendance aux importations. L'histoire d'Ibrahim Traoré doit aussi servir d'avertissement. Le destin de figures comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba rappelle que l'audace dérange et que les forces hostiles à l'émancipation ne reculent devant rien. La vigilance citoyenne, la protection des institutions et la solidarité internationale sont indispensables pour protéger les conquêtes obtenues. À l'échelle individuelle, chacun peut jouer un rôle. Cela commence par la transmission de l'histoire. Raconter à la jeune génération le combat pour la souveraineté, déconstruire les mythes de l'incapacité africaine, célébrer les réussites locales. Cela passe aussi par le soutien aux initiatives économiques locales, le choix de consommer des produits nationaux ou de contribuer à des projets communautaires. Enfin, la souveraineté est aussi une affaire de mentalité. Refuser la fatalité, croire en la capacité de son pays à se relever, à innover et à prospérer. L'exemple de pays comme le Rwanda, qui est passé du chaos génocidaire à une croissance économique remarquable en moins de 30 ans, prouve que la volonté politique, associée à l'engagement populaire, peut transformer une nation. La route du Burkina Faso sera longue, semée d'embûches. Mais chaque pas, chaque victoire, aussi modeste soit-elle, prépare le terrain pour une Afrique plus libre, plus forte, plus digne. L'histoire est un combat permanent, et elle appartient à ceux qui osent la prendre en main. Serez-vous de ceux-là? Ou laisserez-vous d'autres écrire à votre place le récit du continent? La décision vous appartient.